je ne voudrais surtout pas apparaître comme celui qui aurait une conception relativiste du baptême et qui dirait, cher logicien, revenez un peu sur terre. C'est absolument pas ma position, c'est absolument pas ce que j'ai défendu. Au contraire, il faut affirmer l'enjeu du baptême à la place du pathétique du baptême. Ça, c'est absolument clé. Autrement, nous retombons dans une psychologie. Et en même temps, il faut avoir présent à l'esprit, ça se présente pour un clinicien, qu'il y a des sujets bien vivants, bien réels, au sens pragmatique, qui, eux, veulent se faire équivaloir au baptême et dont le paradigme, qui résonne avec toute une philosophie, c'est l'acte suicide dans la mélancolie. Il y a une proximité entre la mélancolie et l'art, depuis Dürer, etc., vos textes de Padovsky là-dessus, et la philosophie, au fond. Bon. Donc, il faut qu'on ait ça toujours présent, comment un corps vivant, pour se faire baptême, n'y réalise, comme vous le dites, à se faire être pour la mort, virgule, dans le réel. Donc, j'ai ça en tête, mais ce n'est pas pour autant une façon de relativiser ni l'enjeu du baptême, ni l'idéal. C'est plutôt de dire qu'effectivement, je crois que certaines logiques, certaines recherches logiques le démontrent, il peut y avoir des baptêmes de l'à peu près. Il peut y avoir des baptêmes qui touchent à des positions de l'indécidable, la modalité. Et que donc, au fond, il s'agirait de dire, tout en affirmant le baptême, de savoir qu'est-ce que c'est qui se transmet intégralement. Et de dire qu'il est possible, on dirait si on peut dialoguer là-dessus, il est possible de transmettre intégralement ce point où un sujet s'est affronté à un réel. Et là, on est obligé, me semble-t-il, avec l'enseignement de Lacan, de changer un terme et de faire surgir le terme de par-l'être qu'il emploie à la fin de son enseignement. Et que ce n'est pas simplement un changement de terme pour désigner la même chose, c'est que le changement de terme fait que le par-l'être, c'est le sujet, plus, pour dire simplement, l'objet dit. C'est-à-dire le sujet représenté par un signifiant pour un autre signifiant, etc., qui vient être lesté par cette jouissance qui touche au corps. Parce qu'au fond, le lieu dont on parle, le véritable topos de la jouissance, même quand on la jouissance ignorée de chacun, c'est la jouissance du corps. Et que donc là, il est possible effectivement d'avoir cette transmission. Et je pense qu'elle passe par des bricolages et des inventions au cas par cas. Et c'est là où il y aurait peut-être une dimension d'éclairage au sens de la Aufklärung freudienne du peuple, au sens fort du terme, à savoir que c'est de faire entendre comment, la phrase de Lacan, vous la connaissez, on peut se passer du Père à condition de s'en servir. Et que donc ce qui est transmissible désormais, ce n'est plus les solutions au nom du Père, c'est comment, dont Lacan dit très bien que c'est toujours une façon de faire consister Dieu. C'est toujours une façon de boucher le trou dans l'autre. Vous citez cette phrase encore, le trou, c'est le trou dans l'autre. Et qu'à partir de là, c'est une façon de suppléer à ce trou-là qui est intolérable. Et que donc, il me semble crucial de faire entendre que si on s'en sert, on tombe sur une catégorie qui est importante dans votre œuvre, dont vous remarquez quand vous dialoguez dans votre séminaire sur Lacan avec Jean-Claude Milner, que lui-même la promeut, cette catégorie, c'est évidemment la catégorie de la contingence. Au fond, comment, à un moment donné, ça cesse de ne pas s'écrire. Et là, on a des connecteurs nouveaux qui n'objectent pas au baptême. Simplement, on me semble qu'on peut voir, décrire et transmettre des baptêmes qui rendent compte, qui témoignent intégralement, effectivement, de comment un nouveau réel est advenu par la rencontre
Comment un signifiant nouveau, dont il dit quand même que c'est un signifiant de la poésie, en ceci qu'elle touche au dire. Et il est possible de transmettre. Donc je ne voudrais surtout pas qu'on entende que ce serait, cher philosophe, cher logicien, attention, pas trop de maths. Au contraire, affirmons absolument comme vous le faites, du côté de la psychanalyse, le mathème. C'est notre enjeu, c'est notre spécificité. C'est là où nous allons continuer à être odieux au moi et à toutes les façons de dormir. Mais en même temps, interrogeons-nous sur qu'est-ce que c'est qui s'y transmet aujourd'hui, s'il s'agit que ce ne soit plus des mathèmes ordonnés par le père, ce qui est tout à fait logiquement possible, un mathème ordonné. Lacan avait essayé de le faire, je suis très bref à propos du graphe, lorsqu'il avait dit « la pulsion se réduit à un algorithme grand S, de grand tabac, grand S, barré, poinçon, grand D ». Il voulait réduire la pulsion à la grammaire de la demande. Qu'est-ce qu'il dit? C'est une erreur, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est très important. On a l'exemple dans Lacan lui-même d'un mathème intégralement transmissible pour réduire la pulsion, au fond, à la grammaire de la demande de l'autre, adressée à l'autre, et au fond, non. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on renonce au mathème. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, au contraire. Juste une phrase pour signer l'accord. Au fond, ni l'impuissance imaginaire du relativisme, ni l'être pour la mort de la totalité. Alors, c'est signé. C'est signé. Donc je suis tellement heureuse que vous ayez signé un accord que je vais tout de suite chercher s'il n'y a pas moyen de vous remettre en discussion, non pas dans le conflit, mais il y a deux choses qui m'ont frappé là quand j'ai essayé de relire vos livres, ou ce que vous dites tous les deux de Lacan. Dans votre livre, il y a une chose, c'est effectivement cette question réelle, et l'autre, c'est la question des positions. On pourrait dire de qu'est-ce que c'est qu'une femme. Donc j'avais évidemment envie de finir là-dessus. Donc je vais lancer très vite ma question sur le réel, parce que je pense que vous n'allez pas remettre en question l'accord que vous venez de signer juste à l'instant, ce serait diplomatiquement vraiment dommage. Mais c'était que Hervé vous dit dans Moi analysant que finalement il s'agit dans l'analyse de bricoler avec l'incurable du réel, et je me doute bien que c'est une formule qui ne peut pas convenir à Alain Badiou. Ça ne me paraît pas possible, c'est-à-dire, d'ailleurs je vois, si je bricolais avec l'incurable du réel, ça vous irait. Alors j'en prends pour preuve, parce que je sens qu'il faut que j'étaye ma démonstration, un entretien que vous avez donné à Lucien Pitti, je crois, à propos des échecs de Mitterrand. Vous voyez comme quoi on retrouve la politique. Et alors Lucien Pitti disait, mais au fond, il y a quand même parfois une position un peu mortifère dans le c'est comme ça de l'analyse, et est-ce qu'on pourrait simplement dire, alors je vais le citer un peu plus exactement parce que il disait au fond il y a deux solutions, il y a une sorte d'alternative, hein, on peut en faire deux choses, le c'est comme ça. C'est comme ça, point terminé, vous êtes partout mené, il vous suffit de savoir où ça vous mène et acceptez-le. Ou le c'est comme ça, ce qui vous aliénait est référé à la mort, le champ est libre pour l'aventure de l'infini. Et je vais poser tout de suite ma deuxième question, qui n'est pas tout à fait une question, mais en tout cas une discussion. Dans Moi analysant, vous dites, comme Lacan, hein, à votre façon, mais dans le chemin, dans la voie ouverte par Lacan, vous dites que hommes et femmes, ce n'est évidemment pas nature, hein, d'ailleurs la nature, ça n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de réalité prédiscursive, et vous dites ce sont des positions. Et vous, Alain, enfin, je vous pensais assez d'accord hein, avec cette idée, jusqu'à il n'y a pas longtemps, où vous avez fait un magnifique séminaire, je trouve, sur la question du féminin. Et là, vous y avez déclaré des choses vraiment extrêmement intéressantes, je pense assez novatrices. Vous avez demandé est-ce que femme c'est un concept, et vous avez dit finalement femme désigne plus un processus qu'une position. Et vous avez dit d'ailleurs que là vous étiez dans une sorte de point de désaccord quand même avec Lacan.
Vous avez dit finalement c'est une passe, un passage, un entre-deux. Alors tout à l'heure vous avez évoqué l'un, hein, cette totalité qui n'existe pas. Et là vraiment vous dites, vous avez une formule très saisissante, vous dites d'abord qu'une femme est toujours une passante, comme Baudelaire. Une femme c'est ce qui déjoue l'un, ce n'est pas une place mais un acte. Une femme ne se définit pas en tant que patou, qui est pourtant la formule de Lacan. Une femme pose toujours question. Dès qu'on prétend disposer une femme à une place, elle va passer outre l'un, hein, dans l'entre-deux d'une place et de son doublé. Et alors, la formule, celle-là, c'est le féminin, c'est l'outrepassement de l'un dans la guise d'une passe de l'entre-deux. Vous avez une façon très saisissante ensuite de poser la question de qu'est-ce que serait ce féminin maintenant. Vous dites finalement, une femme, si on la regarde, mais si on la regarde vraiment, c'est la preuve qu'on n'a pas besoin de Dieu, qu'il n'existe pas, que c'est pour ça que dans certaines cultures on voile les femmes. Vous dites que une femme, en fait, que la misogynie n'est pas du tout simplement due à une jalousie, hein, comme on nous raconte depuis toujours, parce qu'on enfanterait, pas eux, etc. Hein, je me permets de parler en tant que femme, mais que finalement, les traditionnels, la tradition a tout à fait raison de se méfier des femmes, parce qu'une femme fait toujours obstacle à la tradition, c'est-à-dire que vous lui donnez une place, elle en prend tout de suite une autre, hein, elle se déplace. Et alors cette outre-là, c'est tout à fait intéressant parce que du coup vous faites une analyse de ce que pourraient être les pièges d'un certain combat féministe. Bon, je pense que vous êtes toujours dit très clairement féministe, la question n'est pas du tout là. Et ce piège, ce serait finalement de se laisser de nouveau assigner, c'est-à-dire de se laisser dicter par un ordre du monde tel qu'il est, ce que serait ce nouveau combat et cette nouvelle place. Et d'une certaine façon, ce serait ce qu'on voit aujourd'hui dans cet ordre marchand, capitaliste, mondialisé, c'est-à-dire comment est-ce que cet ordre-là se servirait des femmes, parce que là-dessus elles seraient encore plus douées, rusées, pour finalement occuper les places de pouvoir, hein, les places de juges, de députés, de sénateurs, de policiers, etc. Les occuper, mais finalement en faisant fonctionner ce monde encore mieux, en étant en plus les garantes d'une espèce d'apparente douceur. Enfin, on voit ce que ça a donné avec Thatcher, etc. Hein, qui sont pas et vous dites que une incarnation de douceur féminine spectaculaire, tout de même. Et que finalement, ça, ce serait un piège. Et qu'il y aurait une autre figure du féminin possible à incarner, dans cet outrepassement de l'un, mais à condition effectivement de bien identifier ce piège, afin d'être toujours dans cette espèce de proposition de cet entre-deux, de faire exister le deux et d'outrer l'un. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça, Hervé? Qu'est-ce que vous en pensez? Et ensuite... Je voudrais juste dire deux choses. La première, c'est qu'une partie de la différence apparente avec la définition de la femme comme pas toute vient de ce que la référence au tout me paraît affaiblir la singularité féminine dans la mesure où, justement, le tout est toujours imaginaire. Donc c'est une définition que j'accepterais, sauf que, à mon avis, elle ne va pas jusqu'au fond de la détermination, si je puis dire, symbolique de ce qu'est une femme. Elle est plutôt encore dans le registre de la perception imaginaire en tant que supposant la totalité. Parce que si vous définissez la femme comme pas toute, c'est que le tout est donné d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que je la définis plutôt comme pas l'un que pas toute. Vous dites vraiment que la femme, enfin une femme, le féminin, est la preuve qu'on peut se passer de l'un. Exactement. C'est-à-dire que je pense que si les femmes existent vraiment, Dieu n'existe pas. C'est la preuve athéologique. Et que c'est uniquement par la raison pour laquelle les vrais croyants ont toujours caché les femmes. C'est pas simplement une affaire de pudeur ou de sexualité, ça. Pourquoi cacher absolument les femmes? C'est que si la femme est visible, Dieu n'existe pas. Parce que l'un est déjoué.
que Dieu c'est l'un en tant que proposition ontologique. Donc, la femme... Alors, par ailleurs, sur le piège, je crois que ça, on peut le lier à ce que vous disiez tout à l'heure. Si nous sommes dans l'époque où l'on perd le père, la masculinité va partir en lambeaux avec, en n'ayant aucun doute là-dessus. Et donc, au fond, on va découvrir que, à partir du moment où la fiction du père et du Saint-Père et du Notre Père est vaine ou destituée, au fond, ce qui existe vraiment, c'est ce qui n'est pas l'un, justement. C'est ce qui déjoue l'un, en tant que, finalement, la femme aurait porté depuis toujours la dérision latente de la fiction du père. Et donc, en réalité, la masculinité peut disparaître, elle est inutile. Elle est inutile. Et c'est pour ça que je pense que le piège, c'est que dans cette inutilité de la masculinité comme telle, à partir du moment où elle ne se soutient plus de la transcendance du père, les femmes peuvent être amenées à occuper toutes les positions sans que cela signifie qu'il faille qu'elles changent à proprement parler. C'est le traquenard qui leur est tendu, et qui fait que quand même, quand la revendication féministe devient qu'il faut parité dans tous les conseils d'administration des grandes sociétés, on n'a pas l'impression que c'est la révolution en marche. C'est simplement la gestion de l'état des puissances telles qu'elles sont qui se féminiserait sans modification substantielle de leur contenu, mettant simplement à profit le fait que, au fond, le dépérissement de la figure du père rend apte à toute fonction ce qui déjoue l'un, puisque l'un en question est devenu, a été rendu à sa dimension de fiction. Il se révélerait, ce qui est quand même, je crois, à la fois une réalité et un péril, enfin quelque chose de très obscur, il se révélerait que d'une certaine façon, dans les séquences que nous connaissons de l'existence humaine, la masculinité a été suspendue à Dieu, finalement. Elle a été suspendue à Dieu. Et que ce qui se profile maintenant, c'est le grand athéisme féminin. Parce que les femmes savent très bien que d'une certaine façon, c'est elles qui créent le monde, il n'y a pas besoin de Dieu. C'est elles qui créent le monde, et c'est elles qui créent la perpétuation de l'humanité comme réalité du monde. Et là-dedans, l'opération masculine est adventice, je peux dire, remplaçable, mécanisable. Alors c'est de la science-fiction, c'est de la science-fiction, mais c'est une science-fiction à l'ordre du jour. À l'ordre du jour, parce que la mesure à prendre, et là je suis d'accord avec vous, la mesure à prendre de la dissipation de la fonction du père, c'est en réalité l'effectivité terrestre de l'annonce de la mort de Dieu. C'est le réel de la mort de Dieu, c'est la dissipation de la figure du père. En réalité, c'était la figure du père qui soutenait le Notre Père. Le Notre Père n'était jamais que le symbole ultime, la projection ultime de la figure du Père. Donc, maintenant, annoncer que la figure du Père eh bien, est en voie de disparition, ce qui en effet déchaîne partout dans le monde du traditionnalisme. Le traditionnalisme, c'est la défense désespérée des lambeaux qui demeurent de la fonction du Père, c'est rien d'autre. Les traditionnalismes, les fascismes, les extrêmes droites, tout ça, tout se cramponne au père. Ils s'en appellent au père, mais le père est très malade. En dépit des soutiens innombrables qu'il peut avoir et des violences qu'il suscite, il est très malade, il n'y a rien à faire. Il agonise dans un coin. Et ça, c'est la mort de Dieu. C'est la réelle mort de Dieu. La mort de Dieu, c'est pas simplement une disposition symbolique, finalement, c'était là où Dieu meurt, comme toute chose, c'est sur terre, en fait. C'est pas simplement dans son ciel.
La mort de Dieu annonce, en effet, alors un féminisme ontologique. Voilà, ça c'est ça ma position. Je précise juste, avant de donner la parole à Hervé, que évidemment, vous dites, enfin, vous engagez les femmes à ne pas être le fer de lance de ce nouvel 1 sur la disparition du nom du père, mais vous les engagez également à entrer dans la pensée, dans l'art, dans la philosophie. Hein, vous ne leur dites pas restez à vos places de femmes soumises. Parce que, voilà. Non, mais je voulais préciser parce que à qui? Oui, à l'homme tel qu'il est organisé par, je suppose, à un homme moribond déjà. Oui. Oui, brièvement, j'entends ces formulations tout à fait intéressantes. Simplement, je crois que vous serez d'accord, elle porte quelques risques en doctrine. Et ensuite, on va voir les conséquences qui peuvent s'en déduire. Effectivement, le pas-tout, par définition, se réfère au tout. Mais quand même, le pas-tout, ce n'est pas une soustraction d'éléments d'un tout préexistant. C'est souvent la confusion qui est faite. Que vous ne faites absolument pas, évidemment, dans vos textes, puisque les outils de la logique vous permettent de distinguer l'ensemble des hommes que l'on peut constituer à partir de l'universel, et puis d'une négative, et le fait que cet ensemble, qui les subsumerait, ne peut pas être constitué pour les femmes. Alors la première remarque, c'est qu'il y a un risque conceptuel, même s'il faut bien parler, quand on dit les femmes. Parce que ça les fait consister comme ensemble au même titre qu'on dit les hommes. Alors que justement, la thèse de Lacan, c'est que l'ensemble qui subsumerait les femmes ne peut pas être construit, puisqu'il se promeut de l'infinitude. Donc c'est vraiment une logique au-delà du phallus. Si on veut bien faire du phallus le nom du cercle qui permet la comptabilité interne, avec le il existe au moins un x tel que l'amphi de x. À l'extérieur, pour le constituer, vous démontrez très bien, dans vos textes, on trouve par exemple en condition, ou dans vos premiers textes sur le zéro et la marque. Et donc, il y a un risque, c'est que je crois que dès que nous allons faire consister les femmes, même s'il faut pas simplement la terminologie grammaticale, mais les femmes comme ensemble, qu'on va opposer aux hommes, eux comme ensemble, parce qu'effectivement on peut les constituer à partir de l'universel, affirme-t-il, là, on serait à la limite en train de foutre en l'air justement ce qui vous intéresse autant chez Lacan. C'est que l'ensemble des femmes ne peut pas être construit. Le deuxième point, deuxième risque, ça serait que le féminin soit identifié, incarné par les femmes anatomiquement repérables comme telles. Or, justement, la position de Lacan, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il dit qu'il n'y a pas de réalité prédiscursive, c'est que ce sont des positions sous laquelle les hommes eux-mêmes, anatomiquement parlant, peuvent venir se situer. Fameux exemple célèbre, les mystiques, et notamment Saint Jean de la Croix, qui fait l'épreuve d'un pas-tout, c'est-à-dire ce qui échappe à la logique phallique de la comptabilité, du parthèse extra-parthèse, de la discrétion, de la discontinuité, et qui fait l'épreuve au contraire, ce que Lacan appelle une sorte de jouissance contiguë et continue, se retourne sur elle-même, essaie de l'imager ainsi, dans la montée au Carmel, par exemple. Donc, double risque, c'est d'identifier les femmes comme ensemble, et le second, c'est de croire que les femmes, telles qu'on en parle ici, ça serait celles qui pourraient dire au nom de l'anatomie en levant le doigt, j'en suis une. Puisque justement, il n'y a pas d'identification du féminin, il est le procès même de la désidentification. Et là, nous avons peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, cher Alain Mathieu, un outil politique extrêmement puissant. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ces objections, mais pour revenir au noyau de la question, ce que je dirais, c'est qu'il ne s'agit pas de définir les femmes. Je dirais une femme en tant que processus, plutôt que position, enfin c'est ce qui est en situation de déjouer là.
et d'être par conséquent toujours dans la possibilité d'une passe de l'entre-deux qui déjoue l'un partout où il se manifeste. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a incompatibilité, ultimement, entre ce qu'est une femme et Dieu. Et que Dieu, c'est celui qui ne sait pas qu'il y a des femmes. C'est pour ça qu'il les a créées tardivement. Mais, donc, j'entends bien qu'il n'y a pas de totalisation de ça, naturellement. Et symétriquement, je ne définis pas non plus exactement l'homme comme une totalité, puisque je le renvoie, lui, à une position stricte qui est d'être dans le jeu ou dans la fonctionnalité du Père. Voilà. Et donc, si, voilà, la thèse un peu fictive, mais en même temps, je pense, touchant et réel que je propose de mettre en avant, c'est que si nous examinons, si nous prenons au sérieux la thèse selon laquelle nous sommes dans la séquence historique de la dépaternité, de la déconstruction symbolique de la figure du Père, nous sommes en même temps dans l'ouverture d'une incertitude sur justement ce qu'est un homme, en même temps que, en revanche, la figure du féminin comme ce qui déjoue l'un prend une importance considérable, puisque le déjouement de l'un, c'est vraiment la capacité de se passer de la figure de l'un, de se déjouer dans un entre-deux qui n'est plus chevillé à l'un. Et j'interprète comme ça, quand même, la réapparition singulière dans l'historicité contemporaine avec une extrême et singulière violence, d'une tentative désespérée pour, en quelque sorte, colmater la visibilité du féminin ainsi conçue. Les fondamentalistes de toutes sortes sont pratiquement définis par ce point. C'est pour ça que ils sont, à mon avis, hors d'état de sauver Dieu. Il est déjà mort, je crois. On ne connaît pas exactement la date de sa mort, mais je pense qu'il est déjà extrêmement malade, et que par contre, ils essaient de masquer, de rendre invisible l'effet inévitable de cette mort de Dieu et finalement du signifiant du Père par la mise en invisibilité du déjouement de l'un en tant qu'opposition féminine. Et si on interprète ça comme en effet un symptôme historique, on est obligé de se demander quel est l'autre chemin. C'est-à-dire le chemin qui consisterait à assumer réellement la défection de la figure du Père, ce qui est quand même une mutation symbolique de la plus grande importance dans l'histoire symbolique de l'humanité. Et le rôle que va jouer dans cette affaire, non pas le bataillon des femmes, en fait, je suis d'accord avec vous, mais la figure de la féminité comme déjouement de l'un, étant, à mon avis, en suspens. Voilà. C'est en suspens parce que jusqu'où va aller la prévalence de ce déjouement de l'un à partir du moment où on n'a plus besoin de la symbolique transcendante du Père, et que va être la figure en position, la figure de l'homme, ce sont des questions aujourd'hui ouvertes, étant entendu que je vous accorde tout à fait qu'en effet, sous la position et sous le processus féminin, peuvent venir des sujets anatomiquement masculins. Ça, je suis vraiment d'accord. Mais alors peut-être l'avenir est-il que tout le monde devienne femme. Ce serait, je n'ai pas d'objection d'ailleurs. Mais on pourrait le reprendre, cette petite discussion, à partir de ce que vous posiez comme question sur le que faire. C'est-à-dire déjouer l'un, vous le définissez comme une position, une figure féminine. Puisqu'on essaye de s'entendre sans rêver de fusionner.
Vous voyez, je suis absolument d'accord. Et cet enjeu-là, ce n'est pas simplement celui des êtres parlants qui se placent sous le signifiant femme. C'est aussi un enjeu déterminant pour ceux qui se placent sous le signifiant homme, puisque c'est encore comme ça qu'on fait, on se place sous des positions, mais ça ne veut pas dire que ce sont, comme dans les sous-marins, des positions hermétiquement étanches. C'est-à-dire qu'au fond, quand vous disiez, par exemple, le dispositif de la passe venant recueillir la construction du matin qui transmet intégralement la rencontre d'un réel, on pourrait dire, quand vous arrachez à l'angoisse son point de certitude, et qu'au lieu d'en faire l'impuissance dans laquelle on se trouve, on produit un acte qui vous dépasse, évidemment, et dont on est l'effet. Il n'en demeure pas moins qu'on peut lui donner maintenant un nom. Le baptême dont il s'agirait dans la cure, c'est les modalités spécifiques par lesquelles chacun déjoue le un et que son réel qu'il construit, on peut lui donner le nom de féminin au sens de qu'il ne fait pas ensemble et qu'il existe. Vous seriez d'accord là-dessus? On peut signer aussi. Oui. Donc quand même, par une espèce de volte tout à fait intéressante, la figure de l'universalité au terme de tout cela, qui était ordinairement accolée au pour tout masculin,